Vous entendez le crépitement des torches dans les couloirs de marbre du Palatin. L'odeur de cire chaude se mélange au parfum d'encens qui masque autre chose, une odeur métallique que vous reconnaîtrez bientôt. Vos sandales claquent sur les mosaïques froides alors que vous descendez vers les thermes de Baïs, cette villa impériale où l'eau thermale coûte 50 sesterces par bain. Nous sommes le 15 des Ides de Sextilis, en 64 après JDC, 3 heures avant l'aube. La température de l'eau, exactement 37 degrés, maintenue par un système d'hypocauste qui emploie 200 esclaves jour et nuit. Mais ce que vous découvrez dans ce bassin luxueux n'a rien d'un simple bain. Néron ne se contente pas de tremper dans l'eau parfumée. Il préside un tribunal secret où chaque plat servi code une condamnation à mort. Le vin de Falerne annonce l'exil, les huîtres de Bretagne la confiscation des biens. Et ce soir, Marcus Junius Silanus va comprendre que son invitation à dîner était en réalité sa sentence. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes ne figure dans aucun manuel scolaire. Derrière l'image de l'empereur fou se cache le premier architecte d'un État policier moderne, un système si sophistiqué que ses successeurs l'adopteront en secret pendant 3 siècles. L'eau des thermes devient rouge, mais ce n'est que le début. Vous pensez connaître Néron? Vous pensez qu'il était simplement un tyran capricieux qui incendiait Rome par plaisir? Les tablettes de cire retrouvées dans les fondations de la Domus Transitoria racontent une autre histoire. Chaque folie apparente cachait une réforme systémique. Chaque scandale public masquait une révolution administrative que l'aristocratie romaine refusait d'accepter. Le système impérial que vous croyez comprendre, cette machine bureaucratique qui gouverne 60 millions de sujets depuis l'Écosse jusqu'à l'Égypte, ne fonctionne pas comme Auguste l'avait conçu. Depuis 54 après J.-C., une administration parallèle, dirigée par des affranchis, a pris le contrôle réel du pouvoir. Tigellinus, ce préfet du prétoire sorti des écuries de Sicile, gagne désormais 500 000 deniers par an, soit plus que le proconsul d'Asie. Les chroniques de Tacite mentionnent les plaisirs secrets de César, mais elles ne décrivent jamais ce qui se passe réellement dans ses banquets privés. Les annales parlent d'orgies, de débauches, de folies furieuses. Ce qu'elles ne disent pas, c'est que ces festins servent de tribunaux clandestins où l'empereur juge l'aristocratie sous couvert de divertissement. Chaque invité sait qu'applaudir trop fort ou pas assez peut déterminer son sort. Suétone évoque 387 sénateurs disparus entre 64 et 68 après J. Il parle de suicides, d'accidents, de maladies soudaines. Mais les comptes de la nonne impériale révèlent autre chose. 2,4 millions de sesterces détournés mensuellement vers des postes budgétaires fantômes, des spectacles pour le peuple qui n'ont jamais eu lieu, des distributions de blé vers des greniers inexistants. Le papyrus d'Oxyrhynque 2435, découvert dans les archives d'Alexandrie, documente des paiements réguliers à des histrions, des acteurs. Les dates correspondent exactement aux assassinats politiques que l'histoire officielle attribue au hasard. Flavius Caevinus, le conspirateur de 65, avait reçu 10 000 deniers pour une performance exceptionnelle au théâtre de Marcellus, 3 jours avant sa mort. Vous commencez à saisir l'ampleur du mensonge. Néron n'était pas fou, il était méthodique. Mais ce n'est que le commencement d'une machination qui va plus loin que vous ne l'imaginez. Prenons le cas de Gaius Calpurnius Piso, ce sénateur de 48 ans, descendant de l'une des plus anciennes familles patriciennes de Rome, propriétaire de 15 villas entre la Campanie et la Gaule, créancier personnel de l'empereur pour 800 000 sesterces. Piso incarne tout ce que Néron veut détruire. L'ancienne aristocratie républicaine qui refuse de plier le genou devant un prince âgé de 27 ans. L'invitation arrive un matin de mars 65. Parchemin de la meilleure qualité, scellé de la cire impériale violette, parfumé au nard de l'Inde qui coûte son pesant d'or. L'empereur convie Gaius Calpurnius Piso à partager les plaisirs de sa table pour célébrer les Ides de mars dans les jardins de la Villa Sublaqueum à la 6e heure. Vous accompagnez Piso dans sa litière dorée, portée par 8 esclaves nubiens sur la Via Tiburtina. Le trajet dure 2 heures et demie, 14 000 Romains exactement. Autour de vous, l'escorte habituelle, 12 licteurs, 6 scribes, 4 médecins personnels et cette garde prétorienne qui vous observe d'un peu trop près. Le cliquetis des côtes de mailles résonne contre le cuir d'aisselle. L'odeur de sueur équine se mélange au parfum de rose que Piso fait brûler dans sa litière
pour masquer sa nervosité. Car Piso sait. Il sait que Marcus Junius Silanus a disparu 3 jours après un banquet similaire. Il sait que Lucius Antistus Vetus, ce proconsul d'Asie, s'est suicidé le lendemain d'une soirée chez l'empereur. Il sait que 23 sénateurs ont péri dans des accidents depuis le début de l'année. Un chiffre que même les annales de Tacite n'osent pas publier intégralement. Mais Piso ignore encore que son nom figure déjà sur les tablettes secrètes de Tigellinus, dans une colonne intitulée Spectaculum Martiae, le spectacle de Mars. Il ignore que son cuisinier personnel, cet esclave grec acheté 8000 deniers au marché de Délo, reçoit 500 sesterces par mois pour rapporter les conversations de table. Il ignore surtout que Locuste, cette empoisonneuse gauloise qui a déjà tué Claude et Britannicus, prépare depuis une semaine une décoction d'aconite, dosée pour un homme de son poids exact, 78 livres romaines. La Villa Sublaceum apparaît au détour de la route. Marbre de Carrare, colonnade de porphyre égyptien, jardins à la grecque irrigués par un aqueduc privé qui détourne l'eau des monts Sabins. Le coût de construction, 4,2 millions de sesterces, soit l'équivalent du budget annuel de 3 légions. Mais l'argent ne vient pas du trésor impérial. Il sort des comptes secrets alimentés par les confiscations de biens d'ennemis de l'État. Vous entrez dans le triclinium principal. 3 lits de bronze recouverts de soie de Chine, disposés autour d'une table basse en ébène d'Afrique incrustée d'ivoire. Sur les murs, des fresques représentant les exploits d'Alexandre. Un message politique que Piso comprend immédiatement. Néron se rêve en conquérant oriental, pas en premier magistrat de la République. Les autres invités sont déjà là. Vous reconnaissez Faenius Rufus, l'autre préfet du prétoire, celui qui ignore encore qu'il sera exécuté dans 2 mois. Flavius Scaevinus, ce chevalier aux yeux fuyants qui cache mal sa nervosité. Lucan, le poète neveu de Sénèque, qui griffonne déjà des vers de circonstance sur ses tablettes de cire. Et au centre, allongé sur le lit d'honneur, Néron lui-même, bedonnant, le crâne dégarni, les mains tachées d'encre violette. L'empereur porte une tunique brodée d'or qui vaut 50 000 deniers et une couronne de laurier en électrum. Cet alliage d'or et d'argent réservé aux dieux. Ses bagues, 10 au total, portent les sceaux des provinces conquises. Celle de son annulaire droit reproduit le sphinx du temple d'Hathor à Dendera, un symbole que les Romains cultivaient, associé au mystère d'Isis et à la magie noire. Le festin commence selon le rituel habituel. Libation de vin grec mélangé à l'eau de source, récitation d'hymnes aux dieux protecteurs de la maison, puis présentation des mets par ordre de complexité croissante. Mais vous remarquez des détails troublants. Les esclaves qui servent ne regardent jamais les convives dans les yeux. Les goûteurs, ces prisonniers germaniques chargés de tester chaque plat, tremblent visiblement. Et surtout, ce silence pesant qui tombe sur l'assemblée dès que Néron lève sa coupe. Car le vrai spectacle va commencer maintenant. Avant de vous révéler ce que contenaient réellement ces coupes de vin mélangées, et pourquoi aucun des convives de ce banquet ne reverra le lever du soleil, payez le péage de la curiosité. Laissez un like maintenant et commentez de quelle ville vous regardez cette histoire. Cela aide l'algorithme à pousser des récits historiques avec moins de romantisation et plus de vérité sur les mécanismes du pouvoir antique. Le vin coule dans les coupes d'argent massif, mais ce que vous voyez maintenant dépasse tout ce que les chroniques ont osé décrire. Néron se lève, sa tunique brodée scintillant sous la lumière des 100 lampes à huile qui éclairent le triclinium. Il claque des doigts, un son sec qui résonne comme un ordre militaire. Aussitôt, 12 scribes pénètrent dans la salle, portant des tablettes de cire fraîche et des stylets en bronze. Ils prennent position derrière chaque convive, silencieux comme des ombres. « Mes chers amis, commence l'empereur, sa voix grave résonnant dans le silence. Ce soir, nous allons jouer à un jeu que j'affectionne particulièrement. Je l'appelle le tribunal des plaisirs. » Piso sentait la sueur perler sur son front. Autour de lui, les autres invités échangent des regards inquiets, mais personne n'ose bouger. Car vous comprenez maintenant ce que représente vraiment cette scène. Une cour de justice déguisée en banquet, où chaque geste, chaque parole sera consignée et jugée. Néron reprend, désignant un plateau d'argent rempli de dés en ivoire. Chacun va lancer les dés. Le nombre obtenu déterminera votre
contribution à l'Empire. Il sourit, dévoilant ses dents jaunies par le vin épicé. 1. Pour l'exil en Sardaigne. 2. Pour la confiscation du tiers de vos biens. 3. Pour le bannissement de vos fils du cursus honorum. 4. Il marque une pause, savourant la terreur qui s'installe. 4. Pour la mort par le poison. 5. Pour la reine. Et 6. Ses yeux brillent d'une lueur malsaine. 6 pour le pardon impérial et une récompense de 100 000 sesterces. Mais ce n'est qu'une façade, car vous découvrez, grâce aux tablettes retrouvées dans les archives secrètes de Tigellinus, que les dés sont pipés. Chaque face est gravée du même numéro, choisi à l'avance selon la sentence déjà prononcée. Le hasard n'existe pas dans ce système. Tout est planifié, codifié, administré avec la précision d'une machine bureaucratique. Le réseau fonctionne ainsi. Depuis 62 après Jésus-Christ, Néron a mis en place ce qu'il appelle secrètement le Collegium Arcanorum, le collège des secrets. 247 agents répartis dans tout l'Empire, depuis les tavernes de Lugdunum jusqu'au lupanar d'Antioche. Chacun reçoit 200 deniers par mois pour rapporter les conversations privées, les opinions politiques, les critiques murmurées contre le régime. Ces espions ne sont pas des soldats, ce sont des marchands, des scribes, des affranchis, des prostituées, des gladiateurs, des prêtres. Ils passent inaperçus dans la foule, écoutent aux portes, fouillent les correspondances privées. Leur rapport, rédigé sur papyrus, est transporté par le cursus publicus. Ce service postal impérial détourné à des fins policières arrive chaque semaine dans les bureaux secrets du Palatin. Tigellinus a organisé ce système avec une efficacité terrifiante. Les informations sont classées selon 3 catégories. Suspiciio, suspicion légère, crimen, crime avéré, et perduelio, haute trahison. Chaque dossier porte un numéro de référence gravé sur une plaquette de bronze, conservé dans des coffres de fer forgé sous la Domus Transitoria. L'argent pour financer cette police secrète provient des ludi extraordinari, ces prétendus jeux exceptionnels qui n'ont jamais lieu. Les comptes de l'édile chargé des spectacles mentionnent 890 000 sesterces dépensés en 64 pour des gladiateurs spéciaux et des bêtes rares d'Afrique. En réalité, cet argent paye les salaires des délateurs, les pots de vin aux complices, les frais de transport des messages secrets. Mais Néron a poussé le raffinement encore plus loin, car les banquets eux-mêmes servent de laboratoire psychologique. L'empereur teste les réactions de ses invités face à la peur, mesure leur capacité de résistance, évalue leur seuil de soumission. Chaque jeu révèle qui peut être retourné, qui doit être éliminé, qui peut servir d'instrument. Piso lance les dés. Il roule sur le marbre froid de la table, claque contre le rebord de bronze, s'immobilise. 3 points. Dans le système codé de Néron, cela signifie poison à action lente, délai de 3 jours. L'empereur applaudit, feignant la joie. Merveilleux, 3 points. Cela signifie. Il consulte une tablette dorée, comme s'il lisait le hasard. La confiscation de ton domaine de bail et l'exil de ton fils aîné en Égypte. Mensonge, car vous savez maintenant, grâce aux archives secrètes, que Piso ne quittera jamais cette villa vivant. Et c'est ici que presque personne ne prête attention aux détails qui changent tout. Pendant que Néron prononce sa fausse sentence, vous remarquez un esclave particulier. Il se tient dans l'ombre, près de l'entrée du triclinium. Grand, musclé, la peau marquée par les cicatrices des combats dans l'arène. Mais ce n'est pas un gladiateur ordinaire. C'est Spiculus, le champion personnel de Néron, celui qui a tué 47 adversaires dans le Colossée en construction. Ce que les chroniques ne disent jamais, c'est que Spiculus ne se contente pas de combattre dans l'arène. Il est devenu l'exécuteur en chef de cette cour secrète. Dans sa ceinture de cuir, dissimulée sous sa tunique, il porte une fiole de verre contenant exactement 12 grammes d'aconitine pure, ce poison extrait de l'aconite napelle qui tue en paralysant le système nerveux, en moins d'1 heure. La procédure est toujours la même. Quand le jeu se termine et que les sentences sont prononcées, Spiculus s'approche des condamnés sous prétexte de leur offrir une dernière coupe de vin d'honneur. Le poison, incolore et sans odeur, se mélange parfaitement au vin épicé de Chios. La victime boit, remercie même l'empereur pour sa générosité, puis rentre chez elle. Elle meurt dans son sommeil, 3 à 6 heures plus tard, selon son poids et sa constitution.
Les médecins diagnostiquent une fièvre subite ou une faiblesse du cœur. La famille pleure un père, un mari, un frère emporté par la volonté des dieux. Personne ne soupçonne l'assassinat. Mais ce soir-là, dans la Villa Sublaqueum, quelque chose va dérailler dans cette mécanique parfaite. Car Piso n'est pas venu seul. Dans les plis de sa toge, dissimulé contre sa poitrine, il porte un document qui va faire trembler l'Empire sur ses fondations. Un papyrus volé dans les archives personnelles de Sénèque, le philosophe disgracié. Un document qui révèle l'existence d'un complot bien plus vaste que tout ce que Néron imagine. La conspiration de Pison ne vise pas seulement à tuer l'empereur. Elle prévoit de démanteler entièrement son système policier, de libérer tous les prisonniers politiques, de restaurer les anciens privilèges du Sénat, et surtout, ce détail que même Tacite n'a jamais osé écrire, elle compte sur l'appui secret de la garde prétorienne et de 3 légions stationnées en Germanie. Quand Spiculus s'approche de Piso pour lui offrir la coupe empoisonnée, il ne sait pas qu'il va déclencher la chute de son maître. Tenez-vous bien, parce que le pire n'est pas encore venu. Piso saisit la coupe d'argent que lui tend Spiculus. Le vin de Chios, épais et sombre, exhale ses arômes de miel et d'épices orientales. Mais au moment de porter le verre à ses lèvres, le sénateur fait quelque chose d'inattendu. Il se lève la coupe vers Néron et prononce ces mots qui glacent le sang de tous les présents, à la mémoire de Germanicus, ton grand-père, et à la restauration de ses idéaux. Le silence qui suit est assourdissant, car vous comprenez immédiatement la portée de cette déclaration. Germanicus, ce général adoré du peuple romain, mort empoisonné en Syrie en 19 après J, représentait tout ce que Néron a détruit. L'honneur militaire, la simplicité républicaine, le respect des traditions ancestrales. Invoquer son nom dans ce contexte équivaut à une déclaration de guerre. Néron blêmit. Ses mains tremblent légèrement, ce tremblement nerveux qui le saisit toujours quand son système de contrôle révèle ses failles. Car l'empereur vient de comprendre que Piso connaît la vérité sur le poison, qu'il sait qu'il va mourir, et qu'il a choisi de mourir en défiant publiquement le régime. Mais Piso ne s'arrête pas là. De sa toge, il extrait le papyrus volé à Sénèque et le déroule sur la table, entre les coupes de vin et les plateaux d'or. « Mes amis, dit-il d'une voix forte, permettez-moi de vous lire quelques noms. Lucius Annaeus Seneca, exécuté. Marcus Annaeus Lucanus, exécuté. Gaius Petronius Arbiter, exécuté. Flavius Caevinus, il regarde l'intéressé, droit dans les yeux, bientôt exécuté. Les scribes de Tigélinus griffonnent furieusement sur leurs tablettes de cire. Mais leurs mains tremblent, car ils réalisent qu'ils assistent à l'effondrement public du système secret qu'ils servent. Piso continue sa lecture. 156 sénateurs morts depuis 62 après Jésus. 2,4 millions de sesterces détournées chaque mois. 247 espions répartis dans l'Empire. Le Collegium Arcanorum, votre police secrète Néron, emploie plus d'agents que les légions du Rhin. L'empereur se lève brusquement, renversant sa coupe. Le vin se répand sur le marbre blanc comme du sang frais. « Assez !» hurle-t-il. Sa voix se brise, révélant cette terreur panique qui le saisit quand son autorité vacille. Spiculus, achève-le maintenant. Mais c'est là que tout bascule, car Spiculus, ce gladiateur qui a tué pour Néron pendant 5 ans, hésite. Ses yeux se posent sur Piso, sur ce vieil homme qui affronte la mort avec la dignité d'un consul de l'ancienne République. Et pour la première fois, depuis des années, quelque chose se brise dans l'âme du tueur. Il lâche sa dague. Le métal cogne sur le sol de marbre avec un bruit sec qui résonne comme le glas d'un empire. « Non, murmure-t-il, j'en ai assez de tuer des hommes d'honneur pour un lâche. » C'est le signal que Piso attendait. Car cette scène, cette rébellion publique dans le sanctuaire même du pouvoir néronien, était planifiée. Le papyrus de Sénèque contient bien plus que des noms et des chiffres. Il révèle l'existence d'un réseau de résistance qui s'étend jusqu'au cœur de la garde prétorienne. Faenius Rufus, l'autre préfet du prétoire, se lève à son tour. « Soldats de la garde », crie-t-il vers les couloirs adjacents, « l'heure est venue de choisir entre Rome et son bourreau. Vous entendez le cliquetis des armes, le martèlement des bottes sur les dalles. Mais ce ne sont pas les prétoriens de Tigélinus qui arrivent, ce sont ceux de Rufus. 150 hommes en armes
qui ont attendu ce signal pour agir. Le plan était simple, utiliser un banquet de Néron comme piège, transformer le tribunal secret de l'empereur en son propre procès. Néron comprend qu'il vient de tomber dans une embuscade parfaite. Tigellinius lui-même, ce maître espion qui contrôlait tous les rouages de la terreur, regarde autour de lui avec l'expression d'un homme qui voit son monde s'écrouler. Car il réalise que son réseau d'espions était infiltré depuis des mois par les conjurés. Les tablettes secrètes, ces archives de la terreur, conservées sous la Domus Transitoria, sont déjà en route vers le Sénat, dans des chariots escortés par la cavalerie de Galba. Tous les noms des agents, toutes les preuves des détournements, tous les mécanismes du système policier vont être révélés au grand jour. Piso boit enfin sa coupe empoisonnée. Il la vide d'un trait, essuie ses lèvres et sourit. J'emporte avec moi la satisfaction de voir ton règne s'achever, Néron. Dans 3 heures, tout Rome connaîtra la vérité sur tes crimes. L'aconitine fait son effet rapidement. Piso chancelle, s'appuie contre la table, mais garde les yeux fixés sur l'empereur. « Souviens-toi de ceci, tyran !» murmure-t-il de sa voix qui s'affaiblit. « On peut tuer les hommes, mais on ne peut pas tuer l'idée de liberté qu'ils portent. » Il s'effondre. Mais sa mort, loin de terrifier les autres conjurés, les galvanise. Car Piso vient de leur donner l'exemple du sacrifice suprême. Mourir pour que Rome vive. Néron tente de fuir par les jardins, mais partout résonnent les trompettes de guerre. Les légions de Germanie, menées par Vindex, ont franchi les Alpes. L'Hispanie s'est soulevée derrière Galba. L'Afrique a proclamé Claudius Macer empereur. En quelques heures, l'empire entier se dresse contre celui qui l'a transformé en prison. L'ironie de l'histoire, c'est que le système policier de Néron lui survit. Vespasien, qui arrive au pouvoir en 69, comprend immédiatement l'efficacité de ses méthodes. Il garde les agents du Collegium Arcanorum, perfectionne leurs techniques, systématise leur formation. Ce qui change, c'est seulement la cible. Au lieu de persécuter l'aristocratie sénatoriale, la police secrète impériale s'attaque aux chrétiens, aux barbares infiltrés, aux marchands fraudeurs. Les frumentaries de Trajan, ces espions militaires qui terroriseront l'Empire au IIe siècle, ne sont que l'évolution logique des innovations néroniennes. Les jeux de commode, ces spectacles où l'empereur teste la loyauté de ses courtisans, reprennent exactement les méthodes du tribunal des plaisirs. Même les bons empereurs, Trajan, Hadrien, Antonin, utilisent discrètement les techniques mises au point par celui qu'ils dénoncent publiquement comme un tyran. Car voilà le secret que l'histoire officielle préfère taire. L'Empire romain, civilisé du IIe siècle, cette période de paix et de prospérité que nous idéalisons, repose sur les fondations policières posées par Néron. Les tablettes de Vindolanda, ces documents militaires retrouvés en Bretagne, montrent que même sous Hadrien, on continue d'utiliser le vocabulaire codé néronien. Spectacle pour désigner les exécutions secrètes, jeu sacré pour les opérations d'espionnage. Cette continuité explique pourquoi les sources tardives comme l'Historia Augusta euphémisent certains aspects de la répression impériale. Révéler l'héritage néronien reviendrait à admettre que Rome la magnifique était aussi Rome la policière, que derrière les thermes de marbre et les aqueducs grandioses se cachait un appareil de surveillance digne des plus redoutables tyrannies orientales. Néron meurt le 9 juin 68 dans une villa de banlieue, abandonnée de tous. Ses derniers mots, selon Suétone, Calis artifex pereo, quel artiste disparaît avec moi. Mais l'artiste qu'il évoque n'est pas le chanteur ou l'acteur que moquent les chroniques. C'est l'architecte d'un système de pouvoir si sophistiqué que ses ennemis eux-mêmes ne peuvent s'empêcher de l'adopter. Aujourd'hui encore, quand nous étudions les mécanismes de la surveillance moderne, nous retrouvons les innovations de ce prétendu fou, le réseau d'indicateurs infiltrés dans la population, le financement occulte par des budgets détournés, les tribunaux secrets déguisés en procédures normales, la manipulation de l'information pour isoler les opposants. L'empereur que l'histoire a retenu comme un capricieux incendiaire était en réalité un précurseur. Il a inventé l'État policier moderne, 1900 ans avant Orwell. Et le plus troublant, c'est que son système a fonctionné. La question qui hante les historiens depuis des siècles reste donc entière. Et si les folies de Néron cachaient en réalité le premier laboratoire de la tyrannie scientifique?
Et si derrière l'image du fou furieux se dissimulait le véritable génie du mal politique? Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment les successeurs de Néron ont tenté d'effacer ces preuves, et pourquoi certaines ont survécu jusqu'à nous, enfouies dans les archives secrètes du Vatican. Nous plongerons dans les caves de la basilique Saint-Pierre, où des papyrus carbonisés révèlent des noms, des dates, des méthodes que l'Église a préféré cacher pendant 15 siècles. Cliquez maintenant sur le prochain épisode et abonnez-vous à l'Histoire interdite pour ne rien manquer de cette enquête qui réécrit notre compréhension de l'Empire romain. Dans les commentaires, dites-nous de quelle ville vous nous regardez et quelles leçons vous tirez de cette histoire sur les mécanismes du pouvoir. Parce que comprendre Néron, c'est comprendre tous les tyrans qui ont suivi.